Bonjour, je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Si vous avez des enjeux avec le son, n'hésitez pas à le dire dans le clavardage. On va regarder ça de près. Je me présente, Geneviève Paul, je suis directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, la seule organisation de bienfaisance au Québec à offrir une expertise juridique indépendante au service de la population et pour la protection de l'environnement. On est ici aujourd'hui parce que 11 organisations issues de divers horizons et de partout au Canada souhaitent intervenir devant les tribunaux dans le cadre du recours que nous avons initié contre la loi C5. Les représentants de ces organisations se présenteront brièvement, suivis de certaines interventions, et vous aurez ensuite l'occasion de poser des questions après les interventions. Nous prendrons les questions dans la salle et en ligne. Pour les personnes qui ont besoin de services d'interprétation, vous pouvez suivre via le lien Zoom. On a la chance d'avoir des interprètes, donc on say that in English. If you do need interpretation, translation, you can follow us via the Zoom link that we sent for the press conference. Avant de leur céder la parole, je rappelle brièvement que nous avons donc déposé ce recours en septembre 2025 pour contester la légalité de la loi sur les projets d'intérêt national, C5, une loi qui, on se rappelle, a été adoptée sous bâillon par le gouvernement fédéral en juin 2025. Notre recours est complémentaire au recours initié en juillet dernier en Ontario par 9 nations autochtones qui contestent aussi cette loi et qui regroupe maintenant 14 nations. Un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas changer la Constitution unilatéralement. Nos arguments sont fondés sur la constitutionnalité de la loi. Nous estimons qu'elle confère au gouvernement des pouvoirs exorbitants et sans balise suffisante au détriment de la protection de l'environnement, de l'équilibre des pouvoirs et du rôle des tribunaux qui sont essentiels dans une démocratie. Le CQDE soutient le développement d'infrastructures nécessaires et structurantes pour la transition. Nous contestons le comment. While referring to the end of World War II and the building of infrastructure then, the Prime Minister referred to the fact that we used to take risks in this country. The risk we need to take now is to dare defend our institutions against abuses of power. It is to dare defend the land against climate denial. It is to dare defend our democracy against a global authoritarian drift. And we can only do this if we value, respect, and protect our democracy, science, and our legal protections that defend public health and the environment. We will only create wealth for Canadians and their children if we invest with coherence, transparency, meaningful consultation, and accountability. Boldness is standing up for our institutions while others dismantle them. And C5 brings us in the opposite direction of where we need to go. History shows us that in those crucial moments, it is in those crucial moments that we need to stand up for the values we hold dear. We have been told by the government during the passing of C5 to trust them, to trust that the exorbitant, highly discretionary powers granted to them by C5 won't be abused. As jurists, we know that's not how law works. We know that our laws exist so that we don't need to rely on a dangerous trust us logic. And we already see the ripple effect of C5 with provinces passing copycat laws, such as in Ontario and on this side of the river with Quebec's own Bill 5 underway. If we are to thrive and inspire, it has to be through respecting human rights, democracy, science, public health, and the environment. We will never shy away from defending these values. And the fact that today, 11 well-established organizations from various sectors across Canada are coming together to ask to be interveners in our case in order to bring a distinct perspective on the impacts of the law in their areas of expertise serves as yet another illustration of the need to take action to protect these values. It is democracy in action. Without further ado, I am pleased to let the colleagues from other organizations briefly introduce themselves. Merci Geneviève. Mon nom est Jean-Pierre Finet. Je suis analyste et porte-parole pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie qui intervient principalement devant la Régie de l'énergie, les commissions parlementaires sur les différents projets de loi et des règlements sur l'énergie et les bureaux d'audience publique sur l'environnement et tout ça. Merci. Je m'appelle Louis Couillard, je suis
papa de 2 merveilleuses petites filles et accessoirement responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. Je fais partie des groupes qui demandent d'intervenir dans le dossier de la loi C5 auprès des tribunaux parce qu'on s'est posé la question suivante. Qui va réellement bénéficier de la loi C5? La réponse courte, pas nous autres, pas les gens ordinaires. Ça va plutôt être des compagnies qui ont à leur charge de très puissants lobbyistes. Et c'est pour ça qu'on a demandé d'intervenir. Merci. Marc-André Biot, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre. France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. My name is Jamie Neen. Good afternoon. I am the Canada National Program Co-Lead with Mining Watch Canada. Mining Watch has been working with communities affected by mining for 27 years across Canada and Quebec, and we're deeply concerned with the public engagement, the community engagement, and the public interest engagement of scientific rigor and technical excellence that is implied in the environmental assessment process. This is our primary concern and something that we are anxious to see through this Bill C5. Bonjour à tous, Jean-Philippe Lemay, avocat à la Société pour la nature et les parcs, un OBNL dédié à la conservation de la nature et de la biodiversité. Merci. Good afternoon. My name is Dr. Helen Chu, and I'm here on behalf of the Canadian Association of Physicians for the Environment. For over 30 years, CAPE has worked at the junction of health, environment, and justice, supported by more than 36,000 members across Canada. And our message is simple: human beings can only thrive on a healthy planet. Bonjour, mon nom est Bernice Chabot-Giguère, biologiste et directrice générale de l'Association des biologistes du Québec. Merci. Bonjour, good afternoon. My name is Lisa Gu. I'm the National Policy Manager with the David Suzuki Foundation. Bonjour, je suis Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Merci. J'inviterai maintenant à prendre la parole Jean-Philippe Lemay, avocat pour la Société pour la nature et les parcs Québec. Aujourd'hui, nos organisations demandent à la Cour supérieure du Québec l'autorisation d'intervenir dans le recours du CQDA afin de l'éclairer sur les risques que la loi C5 pose pour la protection de l'environnement, de la biodiversité et du climat. Bien que nous ayons des missions et des expertises différentes, nos organisations partagent toutes la même inquiétude. Cette loi donne à l'exécutif du gouvernement fédéral un pouvoir excessif en lui permettant notamment de contourner les lois environnementales. Les espèces en péril et les milieux naturels se retrouvent menacés, et cela dans le seul but de précipiter des projets dits d'intérêt national sur la base de facteurs flous et optionnels. D'abord, la loi permet au ministre d'accorder au projet de son choix, désigné comme étant soi-disant d'intérêt national, un traitement de faveur, incluant la possibilité de contourner les procédures d'autorisation environnementale habituelles. Il est vrai que le déploiement de projets dans les domaines miniers, énergétiques ou des transports prend du temps pour plusieurs raisons, y compris les enjeux de coordination et de financement, mais les processus de vérification environnementale ne doivent pas devenir le bouc émissaire. Ces procédures ont été mises en place pour une raison. Les décisions en jeu sont complexes et risquent d'avoir des impacts irréversibles sur l'environnement, la santé et la sécurité de la population, qui doivent être rigoureusement évaluées. La loi va encore plus loin, en permettant à l'exécutif d'y exempter totalement un projet désigné comme d'intérêt national de l'application d'une loi ou d'un article. C'est le loup qui garde la bergerie. À l'heure actuelle, ces pouvoirs visent d'emblée une douzaine de lois, auxquelles l'exécutif peut ajouter à sa discrétion presque n'importe quelle autre loi, sauf quelques minces exceptions. Concrètement, on parle de court-circuiter des protections comme celles prévues à la loi canadienne sur l'environnement, la loi sur les pêches, la loi sur les espèces en péril et la loi sur l'évaluation d'impact. Le droit de l'environnement canadien risque de devenir un système à deux vitesses. Certaines règles deviendraient facultatives, tandis que des promoteurs seraient soumis à des normes plus sévères que d'autres, et ça à la discrétion de l'exécutif et sans aucun encadrement. L'ampleur des pouvoirs concentrés dans les mains de l'exécutif et la vaste discrétion que la loi lui accorde sont inédits,
de l'aveu même de parlementaires et de certains membres du gouvernement qui ont adopté la loi en juin dernier. Pourtant, ces normes environnementales ont été collectivement mises en place au fil des décennies en réponse aux conséquences bien réelles de certains projets, à la disparition d'espèces et aux préoccupations croissantes de la population face à l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique. Par exemple, l'application rigoureuse de la loi sur les pêches aide à protéger les lacs et les rivières du Canada lors de projets miniers. La loi sur les espèces en péril encadre strictement la destruction de l'habitat essentiel des espèces les plus à risque. Et la loi sur l'évaluation d'impact est essentielle pour garantir un débat public éclairé sur les projets avec des impacts majeurs. Ce ne sont pas des obstacles bureaucratiques, ce sont nos derniers recours face aux crises climatiques et de la biodiversité. Cet encadrement est certes imparfait, mais il établit des balises minimales, claires et prévisibles pour les industries. Les Canadiennes, Canadiens et leurs élus ont fait le choix d'agir avec prudence, d'écouter les préoccupations des communautés locales et de baser leurs décisions sur la science. Pourtant, la loi C5 va dans la direction complètement opposée, en prévoyant que des méga-projets soient autorisés en vitesse et de manière arbitraire. Des projets autorisés prématurément pourraient donc détruire des portions d'habitat essentiel, contaminer des lacs et des rivières et impacter notre santé de manière irréversible avant même que nous puissions en évaluer la viabilité ou la pertinence. Au Québec, l'exemple de l'usine de Northvolt est encore frais dans notre mémoire. L'expérience nous démontre que lorsque nos gouvernements veulent aller trop vite et ignorer les normes environnementales, nous en payons collectivement le prix. C'est pour éviter une telle conséquence que nos organisations demandent d'être entendues par le tribunal en soutien au recours du CQDA. Merci. Au nom de l'Association des biologistes du Québec, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Rapidement, l'Association des biologistes du Québec est une association professionnelle qui regroupe un peu plus de 1200 membres issus de secteurs variés allant autant du public au privé dans des domaines d'études tout aussi vastes et diversifiés. Depuis plus de 50 ans, l'ABQ contribue au rayonnement de la profession et à représenter les enjeux à caractère biologique dans la sphère publique. C'est précisément parce que les biologistes occupent cette place à l'intersection de la rigueur et de l'intérêt public que nous intervenons aujourd'hui dans le recours du CQDE. Comme vous le savez, cette loi permet de désigner des projets d'intérêt national et de les préapprouver automatiquement en contournant les étapes essentielles d'une évaluation rigoureuse. Concrètement, cela signifie que de grandes décisions énergétiques, environnementales pourraient être prises sur la base d'informations incomplètes. Pour nous, c'est un enjeu central. Parce que lorsqu'on affaiblit les cadres et les processus qui sont en place, les coûts ne disparaissent pas. Ils sont simplement reportés. Et on parle ici de coûts environnementaux et sociaux qui ne sont pas visibles au départ, mais qui se traduisent plus tard en des dépenses publiques, des correctifs coûteux ou des dettes écologiques pour les communautés. Ce n'est donc pas une accélération sans coût, c'est un transfert de risque. Et le risque n'est pas uniquement économique, il réside aussi dans la dégradation progressive des milieux naturels, de la perte de services écosystémiques, dans l'accumulation d'impacts qui collectivement transforment durablement les environnements humains et naturels. C'est cette réalité-là que l'évaluation scientifique permet de documenter, de traduire, de mettre en perspective et d'anticiper. Et c'est pourquoi le rôle de la science demeure central dans la prise de décision. Pour élargir la compréhension collective du risque au-delà de ce qui est visible et pour éviter que des impacts durables ne soient sous-estimés dans les choix collectifs. Notre intervention vise donc à rappeler une chose simple. La science ne sert pas à ralentir les décisions, elle sert à les éclairer. Et dans ce contexte, écarter l'expertise scientifique, c'est se priver d'un outil de gestion rigoureux, y compris financier, pour éviter des erreurs coûteuses et potentiellement irréversibles. Donc, en somme, nous ne sommes pas contre la réalisation de grands projets, nous sommes également contre la manière de décider dans la désignation de ces futurs projets. Merci. Merci. L'Institut Trottier, basé à Polytechnique Montréal, est un organisme québécois indépendant de réflexion scientifique et d'accompagnement stratégique visant à accélérer les transformations énergétiques au Canada. En particulier, nos études permettent de guider les politiques publiques pour faire avancer la transition énergétique dans le contexte du respect des objectifs climatiques que s'est donné le Canada. Donc, on a un travail de vulgarisation, on fait aussi un travail, on a
essaie d'avancer la gouvernance liée à la transition énergétique. Je dirais que c'est un peu dans cette optique-là qu'on intervient ici pour cette cause-là. En fait, pour nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il est important de prendre en compte de manière rigoureuse la science et le travail scientifique, les données, pour avancer dans une société moderne. Et donc, à la suite un peu de l'Association des biologistes du Québec, l'exemple pour nous le plus important, c'est l'article 6 de cette loi-là, qui dit que les conclusions et avis qui doivent être formulés sont réputés rendus pour permettre la réalisation du projet. Et même si cette loi-là, en fait, oblige le ministre à rendre publics les avis et les recommandations, pour nous, le fait qu'on pose d'abord qu'ils seront formulés de manière à soutenir le projet rend assez caduque le suivi des effets de ces décisions-là, de même que les analyses qui vont être produites. Donc, il ne sera pas possible, dès le début, selon notre lecture de cette loi-là, de produire des documents, des rapports de manière indépendante, particulièrement à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, à cause de la pression qui demande que ces rapports-là soient formulés de manière à permettre la réalisation du projet. Et là, ici, pour nous, c'est un recul important sur le rôle de la science, sur le rôle des données probantes et sur le rôle d'un éclairage complet avant de prendre des décisions potentiellement très importantes. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut remettre en cause cette loi-là. Merci. So, good afternoon. Once again, I'm Dr. Helen Chu. I'm here on behalf of the Canadian Association of Physicians for the Environment. So, in my work as a physician, I appreciate that we are first human beings who live in physical bodies, and the environment and environmental decisions affect our health. No matter who we are, we need clean air, we need potable water, and we need healthy food to live. And so, climate change and air pollution are not abstract issues. They drive heart and lung diseases, affecting physical health. They widen health inequities, and increasingly extreme weather events threaten now people's physical property, insurance, livelihoods, affecting their mental health. And so this is why CAPE is here today. We're intervening in the case of Bill C-5 because we want to ensure that the decisions will be made that prioritize protecting the health of people and communities. As a physician-led organization, we have three key concerns. First, we speak of evidence-based medicine. Public policy should similarly be evidence-based. So, laws like the Canadian Environmental Protection Act exist to ensure that pollution and health risks are assessed properly. If C5 weakens or bypasses these processes, we risk approving projects that worsen environmental degradation and increase pollution into our environment. So, that will incur health costs for people. Second, public participation is essential in public projects. Communities and health professionals bring critical knowledge about real-life impacts. Limiting participation means silencing the voices of people that are possibly most affected and undermine better, fairer decisions. Third, harm prevention must remain the priority in projects. In medicine, we know that it is far more effective to prevent harm before it occurs rather than try to treat it and pay for it after the fact. Weakening the precautionary approach allows for potentially toxic exposures to leach into our environment, which will incur, once again, human costs that people pay for. Climate change is a health emergency. If we reduce the requirements to consider climate impacts in nation-building projects, we undermine our ability to protect people's health, reduce pollution, and save Canadian lives. At its core, this case is about ensuring that the systems designed to protect people remain strong, fair, and evidence-based. As physicians, we take an oath to do no harm. The government, as elected officials that represent the interest of all Canadians, should similarly do no harm and keep the health and well-being
of Canadians at the center of their decision considerations. There is no wealth without health. Thank you. Bonjour. Alors, encore une fois, donc, je suis France-Isabelle Langlois, je suis la directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Donc, Amnesty International, depuis 65 ans, lutte contre les violations des droits humains partout à travers le monde et le Canada ne fait pas exception. Amnesty International considère que la loi 5 menace les droits humains au Canada et à terme constitue un risque d'érosion de l'état de droit. De fait, la concentration inédite de pouvoir que la loi 5 confère à l'exécutif constitue un risque réel pour les droits civils et politiques des Canadiens et des Canadiennes, de tous ses résidents et résidentes. Quand un gouvernement s'arroge le droit d'écarter par décret des lois votées par son propre Parlement, sans balise ni mécanisme adéquat de surveillance, c'est l'état de droit lui-même qui est en péril. Quand il devient à toute fin pratique impossible pour des citoyens et des citoyennes de contester une décision du gouvernement, c'est le droit d'accès à la justice qui est menacé. Un droit, en principe, protégé par la Constitution canadienne et par le droit international. Amnesty International Canada francophone demande d'intervenir en appui au recours intenté par le Centre québécois du droit de l'environnement parce que le Canada a des obligations en vertu du droit international et que ces obligations doivent pleinement être respectées. Amnesty International souhaite donc interpeller la Cour sur le risque exacerbé d'érosion de l'état de droit que pose la loi C5. En établissant une concentration inédite de pouvoir entre les mains de l'exécutif, Amnesty International s'inquiète d'une appropriation de pouvoirs excessifs et abusifs portant atteinte à la séparation des pouvoirs, pourtant une exigence de la primauté du droit. De plus, en brimant l'accès à la justice pour contester des décisions prises en vertu de cette loi, cela risque non seulement de contrevenir au droit à un environnement sain, mais également aux droits civils et politiques. Nous espérons que notre intervention permettra à la Cour de mesurer pleinement la portée de cette loi et ses conséquences au regard des droits humains et du droit international. Le Canada a des obligations en droit international dont il ne peut se soustraire comme bon lui semble. C'est ce qu'Amnesty International entend faire valoir devant la Cour. Merci. Là, c'est vrai. Donc, vous venez d'entendre des représentants de 11 organisations dont le travail se concentre sur les thématiques de la science, des droits humains, de l'environnement et de la santé. S'il y a autant de groupes aux horizons divers réunis ici aujourd'hui, c'est parce que l'enjeu est de taille et qu'on est sérieusement préoccupé par ce qui arrive. Si on est ici, ce n'est pas pour nier l'importance de réaliser des projets ou la légitimité d'un gouvernement d'agir pour répondre à un contexte géopolitique particulier. On est ici pour dire qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment et que la méthode employée par le gouvernement est trop problématique pour qu'on reste assis sur les lignes de côté pendant qu'ils ouvrent une boîte de Pandore. Nous ne croyons pas qu'il est justifié pour le gouvernement d'agir ainsi. Nous croyons au contraire que le gouvernement utilise le contexte actuel pour tester les limites, voire dépasser les limites démocratiques. En créant un régime parallèle d'autorisation et de réalisation des projets, on risque d'avoir des conséquences à long terme parce que ce type de processus extraordinaire aura été normalisé. Le gouvernement peut arriver au même résultat que celui souhaité, c'est-à-dire renforcer sa résilience et son autonomie, en respectant les normes et les processus en vigueur. Il n'a d'ailleurs pas fait la démonstration du contraire. Et ça ne demanderait pas plus de travail que le temps qu'ils ont consacré à créer un régime particulier d'autorisation et d'exécution de projets. La mise en œuvre de cette loi risque d'avoir des conséquences significatives pour les collectivités qui vont en payer le prix et qui vont subir les projets. Surtout que nous n'avons aucune garantie que l'intérêt collectif primera sur les intérêts particuliers.
Ceux-là même qui feront tout pour que le processus de sélection et d'approbation des grands projets, qui se fera derrière des portes closes, leur soit favorable. Le gouvernement utilise le contexte géopolitique et le démantèlement des principes de commerce international par l'administration américaine pour justifier un affaiblissement démocratique, environnemental et des mécanismes de participation citoyenne. Sauf que le gouvernement ne réglera pas les défis économiques du Canada sur le dos de l'environnement. Il ne fera qu'ajouter plus de problèmes environnementaux par-dessus les problèmes économiques, et nous allons collectivement en payer le prix. C'est pour toute cette raison qu'on demande d'être entendu en tant qu'intervenant dans le recours intenté par le Centre québécois du droit de l'environnement contre la loi fédérale sur les projets d'intérêt national. On en convient, le gouvernement est placé dans une situation très difficile. Il est donc étonnant de le voir essayer de s'en sortir en empruntant la voie de la facilité. Enlever du chemin les choses qui ont toujours dérangé certaines industries, mais qui protègent les gens et la nature, ce n'est pas une solution gagnante pour le Canada, ni pour le Québec. Alors qu'aucun projet n'a été désigné, mais que le Bureau des grands projets s'active, nous invitons le gouvernement fédéral à agir de manière responsable en évitant le recours à C5 et en respectant les normes et processus en vigueur. Ça, ce serait vraiment dans l'intérêt national et dans l'intérêt des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois et des Québécoises. Merci. Merci. Alors, peut-être si vous voulez revenir en avant pour les représentants d'organisations. Thank you, everybody. Carl Meyer at the Narwhal. I heard your points about this being anti-democratic, anti-environment. Could you speak specifically to how it is unconstitutional? Which parts of the Constitution would it be violating? Our litigation, there are different aspects that we're looking at. If I can summarize them and why we're contesting the constitutionality of the legislation is with regard to the separation of powers. We've made allusion to that. With regard to the impacts that it can have on the role that courts should have in a democracy. With regard to the exercise of powers between the provincial governments and the federal government. Yes, I think that sums it up. Okay, thanks. And just as a follow-up, so I take it you don't you don't have any concerns that the fact that the government has not actually named any projects to be in the national interest and within their legislation, they've just named things to be considered that way. You are speaking to the principle of it. Sure. We do not question the legitimacy of the government to build projects or to favor or to promote some projects in order to create the economic conditions that are needed in these times. We do question here how they do it. And now let's wait and see if the Major Project Office will take some project and if these projects will be branded under C5. That's another issue. There's no guarantee that will be the case. I would add also that there's no proper definition of what is of a national interest. For example, the project of small modular reactors in Ontario with Darlington, they rely on American technology and on American fuel. So we have a hard time understanding, that arbitrary looking type of decision-making process. It's also the fact that, just to add, it's also the fact that the Parliament would give up its role, its function to the executive, and so it renders the Parliament kind of less useful, and the courts also doesn't allow for the courts to get involved. Thank you.
On a reçu une question par écrit de la part de Mylène Crête de la presse. Elle demande s'il y a des intervenants ici qui ont quelque chose à mentionner sur l'annonce de ce matin du premier ministre Carney en lien avec le Fonds souverain du Canada. Yeah, so again, we have not yet seen projects designated as national interest. This is the time, this is why this is an opportune time to bring this forward. By the same token, this national fund, National Wealth Fund, could be supporting projects that are just, designated as part of the Major Projects Office work. But there's also the risk that they become designated projects under Bill C-5, under the national, under the Act, and then become part of exactly what we're trying to prevent, the bypassing of well-established and important regulatory and protective measures. Bonjour Mylène, je ne sais pas tu es où, j'espère que tu vas bien. Puis c'est drôle parce que tu me posais des questions en juin quand on était devant le Sénat en train de faire une conférence de presse pendant que le gouvernement fédéral était en train de passer la loi C-5 sous Bayon, et nous revoilà quelques mois plus tard ici, encore une fois. C'est sûr qu'à l'égard du Fonds souverain, c'est quand même fou, on apprend ce matin les milliards de profits exceptionnels que les compagnies pétrolières et gazières canadiennes sont en train d'engranger pendant la crise. Puis on a Carney qui fait une annonce qui nous dit « On a un fonds souverain, les Canadiens et les Canadiennes peuvent y contribuer. » Pour moi, il y a une ironie avec la vie chère, puis les Canadiens et les Canadiennes qui sont en train de subir la vie chère présentement, puis des compagnies pétrolières et gazières qui sont en train de rouler sur l'or et qui sont en train de bénéficier de cadres réglementaires favorables comme celui que C-5 a fait. À l'époque, devant le Sénat, on avait dit « Cette loi-là, c'est un cadeau pour les lobbyistes du secteur pétrolier et gazier. » C'est ça qu'ils demandent depuis toujours. Alléger les processus réglementaires pour qu'on puisse construire des projets. Tant qu'il y a des processus de protection de l'environnement, nous autres, on ne peut pas construire nos projets. Donc, chez Greenpeace, c'est ce qui nous a inquiétés, entre autres, depuis le début avec la loi sur les projets d'intérêt national. Et on participe à l'intervention aujourd'hui en ce sens-là. Donc, pour le Fonds souverain, on va attendre de voir plus de détails, mais on était préoccupés quand même de l'annonce de ce matin. Et petit complément pour dire qu'on note l'ironie du premier ministre qui cite Jean Lesage comme modèle, alors que Jean Lesage est celui qui nous a fait entrer dans l'ère de la modernité au Québec à l'aide du développement des ressources hydroélectriques. Donc, si on veut suivre cet exemple-là, il va falloir sérieusement reconsidérer l'entente qu'il y a eu avec l'Alberta. Merci.